Five, four. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, Welcome. bon après-midi et bonsoir à tous et bienvenue à cet événement extrêmement spécial qui est dédié à un récit extrêmement passionnant. Comment est-ce que nous cohabitons la Terre? Au cours des 2 heures à venir, nous allons explorer le récit de comment nous pouvons partager cette planète magnifique avec tout le monde et avec les autres créatures. Nous vivons avec les autres créatures, avec les autres êtres humains, les voisins, les amis, et je crois que pour la biodiversité nous entoure, les arbres pour le papier, pour nos livres, la biodiversité est le tissu vivant de nos vies. Et vous avez des milliards de bactéries dans vos corps pendant que je vous parle. Nous célébrons aujourd'hui le 50e anniversaire du programme MAB, l'homme et le biosphère, et la biosphère et le développement durable passe par la promotion de la diversité culturelle et biologique. Nous avons 129 pays qui sont impliqués dans des programmes de conservation de la nature. Et c'est un exemple de comment nous pouvons cohabiter sur cette terre. Avant de rentrer là-dedans, je voudrais vous parler d'une petite expérience. Je voudrais en fait vous demander de vous poser très confortablement et de fermer vos yeux. Alors, je sais que c'est un peu compliqué de vous demander de fermer les yeux pendant une réunion, mais je vous en prie, faites-le. Alors, fermez les yeux, prenez une bonne respiration et respirez l'histoire que vous avez préférée quand vous étiez petit, l'histoire qui vous a tenu en haleine jusqu'à tard dans la soirée. Peut-être que c'était une histoire romancée avec des monstres, avec de la magie. Peut-être que c'était une histoire réelle, vraie, qui s'est passée dans d'autres temps. Pensez aux personnages de cette histoire, pensez à leurs noms, comment ils étaient habillés, leurs rêves, leurs peurs, leurs émotions et vos émotions lorsque vous vous êtes immergé dans cette histoire. La joie, la peur, l'excitation. Est-ce que vous ressentez ces sentiments, encore une fois? C'est un bon sentiment. Et c'est parce que, en fait, nous sommes tous ancrés dans les histoires qui nous ont formés en tant qu'individus, en tant que famille, société, civilisation, partout dans le monde. Les cultures ont toujours été fondées sur des histoires. Et beaucoup de ces histoires étaient des histoires orales, des traditions qui ont été reconnues comme faisant partie du patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Dans une culture, il y avait un raconteur d'histoires qui s'appelait le Méda et qui racontait des histoires, où on peut penser à d'autres personnes qui racontaient des histoires, la mémoire historique du monde, par exemple, racontée en Chine, ou la tradition orale de Kugali, du bassin Goga, Banyambindi et les personnes Batanyugu au Ouganda. Pourquoi est-ce que ceci nous interpelle aujourd'hui? Ça nous interpelle parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de nous raconter une nouvelle histoire. Le changement climatique nous a frappés de plein fouet et la biodiversité aujourd'hui se trouve confrontée à des menaces jamais vues auparavant. Nous sommes face à des extinctions de masse et le premier peuple qui pourrait être en danger serait bien sûr les êtres humains. Mais il y a beaucoup d'histoires qui ont été racontées à travers le monde et la plupart de ces histoires ont euh, suivi le même schéma. Et il y a un auteur qui est bien connu qui a raconté cette histoire. Dans l'histoire, il y a un héros qui s'aventure dans du monde réel, dans un monde fictif, avec des êtres imaginaires. Et le héros rentre de ce voyage mystérieux avec les pouvoirs d'accorder des dons à ses voisins. Et ce que nous allons faire ensemble pendant les 2 heures à venir, c'est d'écrire cette histoire. Et au centre de cette histoire, les protagonistes sont les hommes et les femmes. Nous avons toujours eu une... nous- certains d'entre nous ont
toujours eu un bon contact avec l'histoire et malheureusement d'autres ont coupé tout contact. Mais nous avons le pouvoir de créer cette histoire. Il faut être créatif, il faut s'approprier cette histoire. Malheureusement, cette pandémie de la COVID-19 nous rappelle que nous sommes que de très modestes créatures. Nous sommes des êtres humains avec une tête et nous avons beaucoup utilisé la tête pour domestiquer le monde, mais nous avons en même temps un cœur, nous avons un corps, pardon, et un cœur. Et il faut utiliser le cœur et les émotions pour écrire cette nouvelle histoire. Si nous n'avons pas l'humilité nécessaire, nous ne pouvons jamais l'écrire. Nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons partie de la solution. Et UNESCO, aujourd'hui, avec l'aide de Spark News, voudrait partager des histoires avec vous de personnes braves, courageuses, qui ont rêvé, qui ont eu des visions. Et ces pionniers qui nous inspirent vont nous aider à écrire cette histoire. Ce sont des environnementalistes, des artistes, des étudiants, des universitaires qui viennent de partout dans le monde et qui vont se joindre à nous dans ce voyage. Et ils vont nous parler du changement qu'ils voudraient voir dans le monde et vont nous parler de comment ils se sont mis au service de notre planète. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons atteint un point de changement de mentalité. Et nous allons également travailler avec un illustrateur qui va dessiner les idées et les émotions que nous allons ressentir pendant cet événement. Nous allons peut-être jeter un coup d'œil rapidement à l'écran de notre illustrateur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'événement, il y aura de plus en plus de choses dans ces images. Nous allons, sans plus tarder, lancer les premières séances de l'événement. Pour commencer, nous allons écouter notre premier présentateur. C'est un poème qui a été écrit par Scott Nomadé, qui est un écrivain amérindien, lu par l'acteur David Coburn aux États-Unis. Et c'est un poème qui nous parle des émerveillements culturels et naturels des humains, ainsi que la nouvelle technologie. Le poème. We humans must revere the earth, for it is our well-being. Always the earth grants us what we need. If we treat the earth with kindness, it will treat us kindly. If we give our belief to the earth, it will believe in us. There is no better blessing than to be believed in. There are those who believe that the earth is dead. They It can be allowed to thirst. It can be cut down. Worst of all, it can be denied our faith in it, our belief. But if we speak to it, if we pray, it will thrive. When we dance, the earth trembles. When our steps fall on the earth, we feel the shudder of life beneath us, and the earth feels the beating of our hearts. And we become one with the earth. We shall not sever ourselves from the earth. We must chant our being, and we must dance in time with the rhythms of the earth. We must keep the earth.
Quel magnifique début de notre voyage. C'était encore une fois, c'était un poème qui a été lu par David Coburn et écrit par Scott Nomadé. Nous allons maintenant avancer et dans la prochaine séance, nous allons accueillir des experts de partout dans le monde qui vont nous parler de ce qui est en jeu. On va utiliser nos têtes pour visualiser l'interdépendance des êtres humains sur des êtres qui ne sont pas humains. Pourquoi avons-nous besoin de repenser rapidement notre façon de vivre sur cette terre avec d'autres espèces? De quoi s'agit-il et que pouvons-nous faire pour notre avenir? Je vais commencer. Bill McKibben, vous êtes environnementaliste américain, auteur, journaliste et activiste. Vous êtes le cofondateur d'un groupe de 350 organisations. Vous avez reçu beaucoup de prix, y compris le prix Gandhi pour la paix en 2013, et vous avez écrit des douzaines de livres. Et un de ces livres parle justement des menaces pour notre planète et des possibles solutions. Et un autre livre qui a un titre absolument parfait pour le récit collectif que nous écrivons s'appelle L'espoir des vraies histoires de la vie sur la Terre. Bill, est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi vous pensez qu'il est tellement urgent de vivre ensemble, de cohabiter ensemble sur cette Terre? Absolument, et merci beaucoup de nous avoir permis de participer à cette conversation vivante. Depuis longtemps, les êtres humains ont tourné le dos à la terre qui les entoure. Et de plus en plus, depuis que nous nous sommes enrichis, nous sommes devenus urbanisés et nous avons perdu le contact avec le monde autour de nous. Et depuis le départ, il y a eu des problèmes. Nous avons causé des dommages environnementaux. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point de non-retour presque. Les collègues au panel intergouvernemental du changement climatique, les experts qui travaillent ensemble sous l'égide de l'ONU depuis une décennie maintenant, depuis 2018, ils ont déclaré que si nous n'arrivons pas à voir comment nous pouvons faire baisser nos émissions de CO2 de 50% d'ici 2030, tous nos objectifs, tous nos buts vont échouer. Nous avons pris beaucoup de choses pour acquis dans le passé. On a déjà tellement perdu. Pensez comment l'histoire a changé. Je crois qu'un des grands moments dans nos rapports avec la planète a eu lieu dans les années 60, quand les premières fusées américaines ont renvoyé des images de l'atmosphère de la Terre. Et tout d'un coup, on voyait la Terre qui était là dans un vide noir. Et c'était censé nous rassembler, que l'on se sente plus proche, que l'on comprenne mieux ce qu'il fallait faire. Or, ce n'a pas été le cas. Et c'est dommage parce que si on regarde maintenant la Terre vue du ciel, nous voyons qu'on a beaucoup perdu sur la Terre. On a perdu beaucoup des pôles arctiques et antarctiques, beaucoup de nos forêts. Et je crois que c'est une histoire que nous arrivons à imaginer aujourd'hui. Je crois qu'une des façons les plus merveilleuses de penser à notre situation aujourd'hui, basée sur le travail qui traite des archétypes, c'est de comprendre que le plus grand de nos problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire la crise climatique, a été déclenché par 250 années de forage de plus en plus profond pour aller chercher du pétrole, des hydrocarbones, de les faire brûler. Et c'est le résultat de cette combustion qui a réchauffé notre température. Grâce à des scientifiques et des ingénieurs, nous n'avons plus besoin d'aller creuser si profond. Nous pourrions cesser de faire brûler sur la Terre une fois pour toutes, car nous avons une grosse boule qui brûle
dans le ciel, au-dessus de nous. Nous savons comment fabriquer des éoliennes qui peuvent utiliser le vent pour produire de l'électricité pour réchauffer notre planète. On pourrait raconter une histoire complètement nouvelle, des énergies de là-haut plutôt que des énergies d'en bas. Et dans beaucoup de nos idées religieuses et mythiques, lorsque nous parlons du monde d'en bas et du monde d'en haut, je crois qu'on pourrait comprendre cette nouvelle possibilité. Le récit de cette nouvelle histoire est tellement important. Oui, absolument. Que pourraient dire les médias pour aider le monde à comprendre cette situation? En fait, les médias s'améliorent. Ils suivent tout cela de près. Jusqu'à présent, ils étaient recentrés sur l'ancienne histoire, l'ancien récit, et l'avenir consistait à faire accroître l'économie et l'activité économique. Et ce fut la priorité pendant une longue période. Mais ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, notre défi le plus important, c'est la survie. Par conséquent, il y a un grand nombre de journalistes qui vont raconter cette histoire dans les pages économiques de leurs journaux à travers le monde et également dans les pages scientifiques. Et nous allons pouvoir obtenir des résultats. Hier, Touchcord a dit à Shell Corp qu'il fallait réduire leurs émissions. Et de même, pour Exxon, c'est l'entreprise qui pollue le plus dans le monde et le gouvernement leur a dit qu'il faudrait changer leurs dirigeants et faire en sorte qu'ils puissent réduire leurs émissions. Car ces 10 à 15 dernières années, il y a eu un mouvement considérable qui souhaite sortir des carburants fossiles et de bâtir de nouvelles normes d'énergie propre. Et tout cela est porté par des scientifiques, mais également par des chefs de file religieux et des peuples autochtones. Donc, il y a des jeunes dans les écoles, dans le lycée, qui connaissent le problème. Il y a Greta Thunberg qui est très connue à travers le monde, bien entendu. Oui, elle n'est pas toute seule. Et tout à l'heure, nous allons entendre un autre militant jeune. Merci beaucoup, Bill. Oui, en fait, tout cela tombe à point nommé. Alors maintenant, je vais ouvrir officiellement la deuxième séquence de notre réunion. All right, thanks a lot, Bill. And so now I'd like to welcome... Merci beaucoup, Bill. Maintenant, je tiens à souhaiter la bienvenue à Victoria Reyes Garcia. Victoria, vous êtes professeure de recherche espagnole. Vous travaillez à l'Institut Technologie à l'Université autonome de Barcelone. Vos recherches portent sur les systèmes de connaissances écologiques locaux. De 1999 à 2004, vous avez vécu parmi les chasseurs-cueilleurs Timan en Amazonie, où vous avez mené des recherches à long terme. Dans un article récent, vous expliquez comment la biodiversité et la politique internationale pourraient et devrait inclure davantage de populations autochtones. Pourriez-vous préciser le lien entre la biodiversité et l'importance des peuples autochtones? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Merci de m'avoir invité à partager les résultats de ma recherche. Les peuples autochtones ont une façon différente de voir la nature, car le système que nous avons bâti en Occident, le système scientifique ne fonctionne plus. Nous sommes en train de détruire la nature
de créer des problèmes de changement climatique et nous savons que c'est de notre faute. Oui, Victoria, je vais juste vous demander d'éloigner un peu votre micro. Est-ce que vous m'entendez mieux, dit Victoria? Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux, dit Emma. Oui, alors j'étais en train de vous dire que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est une situation que nous avons créée nous-mêmes, mais nous n'avons qu'une planète, nous n'avons qu'une vie et c'est notre responsabilité de nous occuper de cette planète. Et les peuples autochtones qui vivent en communauté gèrent les zones où ils habitent et ces zones-là constituent des zones très importantes en termes de biodiversité. Et aujourd'hui, il y a des entreprises de forage, des entreprises qui détruisent cette biodiversité. Ils essayent d'exploiter les ressources naturelles et menacent ces territoires. Ils ont une vision, ces peuples autochtones. Ils savent qu'il faut cohabiter, coexister avec la nature et sauvegarder cette nature pour les générations à venir. Donc, il y a deux façons de voir le monde. Et nous faisons partie d'une même entité. Pour eux, le monde, la nature ne sont pas séparés d'eux et de leur communauté. Et ils envisagent d'autres façons de vivre et de coexister et ils ont des solutions pour cela. Il ne s'agit pas uniquement de solutions techniques. Il ne s'agit pas de trouver de nouvelles technologies. Il s'agit de réagir, d'agir avec l'environnement de différentes manières. Et je pense que ces peuples autochtones peuvent nous inspirer. Et qu'est-ce qu'on peut, en fait, quel type d'inspiration en termes de système de valeurs? On comprend bien qu'il faut changer de système de valeurs, aller vers un système durable. En effet, il y a la valeur matérielle des choses, des objets, de la nature, des relations. Et il y a différents types de peuples autochtones et il y a des visions de la cosmologie qui peut changer d'un groupe à l'autre, mais il y a cette valeur intrinsèque et quelle est la valeur que je peux obtenir et quelle est la valeur que je peux apporter. Donc il y a cette harmonie avec la nature. Il s'agit du patrimoine immatériel, d'en prendre soin. Ces terres sur lesquelles on vit ne nous appartiennent pas. On les a empruntées et on les utilise et on va les passer aux générations futures. C'est ainsi qu'ils voient le monde. Donc il y a la question de la durabilité qui est au cœur du débat et la durabilité doit être envisagée comme une valeur très importante dans notre liste de priorités. Merci, Victoria. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Valérie Cabanès. Valérie, vous êtes une juriste française écologiste. Vous avez lancé le mouvement de campagne Notre affaire à tous. Et vous avez également écrit de nombreux livres, dont un avec Bill McKibben. Vous êtes membre de l'Alliance mondiale pour les droits de la nature et vous êtes experte de l'Initiative des Nations unies pour l'harmonie avec la nature. Vous plaidez pour l'inclusion dans le droit pénal international du crime d'écocide et vous promouvez une nouvelle forme de justice qui inclut les êtres non humains. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau contrat social ? Je ne sais pas s'il s'agit d'un nouveau contrat social. Nous avons parlé des peuples autochtones. Il s'agit là d'un contrat qui existe depuis avant l'émergence du christianisme, avant les premiers monothéismes. Premier monothéisme, et c'est le sentiment d'appartenir
à un territoire. Pour ces peuples, il s'agit du sentiment de partage. En fait, ils savent que leur territoire ne leur appartient pas, qu'ils le partagent avec d'autres. Il y a le peuple Achuar au Pérou, à l'Équateur, lorsqu'ils parlaient de leur territoire, lorsqu'ils parlaient de leurs parents, cela nous rappelle que ce contrat social concerne tous les êtres vivants. Et il faut raviver ce contrat social, notamment dans le contexte du changement climatique, dans le contexte des extinctions de masse auxquelles nous trouvons face. Et il faut reconnaître que nous sommes interdépendants avec d'autres écosystèmes, avec d'autres espèces vivantes. Et aujourd'hui, on ne peut plus garantir notre droit à la vie, notre droit à la santé, notre droit à la nourriture, notre droit à notre habitat, aux médicaments, si on ne garantit pas les droits des différentes composantes de la nature et leur accorder le droit de se régénérer. Donc, il faut proposer un nouveau système juridique en Occident qui reconnaît les droits de la nature. Il s'agit de revenir à nos origines, à la cosmogonie de l'être humain. Et donc, ce voyage, en fait, c'est un voyage vers l'origine. Oui. Alors, avez-vous des exemples de ces récits sur l'origine du monde où la nature a des droits? Oui, absolument. Il est vrai que les premiers pays avaient reconnu les droits de la nature dans leur constitution. En Équateur, en 2008 et en 2009, il y a eu également une loi qui a été promulguée en 2010 et il y a également aux États-Unis des mouvements qui reconnaissent les droits des communautés et leur droit à s'autogérer. Dans le cadre de ces systèmes, il y a eu la Pennsylvanie en 2006 avec les Tamaka. Donc, tout cela a démarré en 2006 et aujourd'hui, nous avons 3 dizaines de municipalités aux États-Unis qui reconnaissent les droits de la nature. Et il y a 6 nations indiennes, amérindiennes, qui reconnaissent dans leur constitution tribale les droits de la nature. Il y a d'autres formes de reconnaissance expérimentale à travers le monde. Il y a les accords, il y a les traités. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a des écosystèmes en Nouvelle-Zélande, comme la rivière Whanganui. Il y a des parcs nationaux, des forêts qui... D'ailleurs, c'est très intéressant. Cette forêt, ce parc a perdu son statut de parc naturel et il est devenu son propre propriétaire, en quelque sorte. Et les Maoris ont été désignés comme les gardiens de ces lieux. En Asie, en Inde, actuellement, il y a des décisions de justice qui accorde une personnalité morale à des rivières, aux glacières. Au Bangladesh, il y a 450 rivières qui ont une personnalité morale aujourd'hui grâce à un juge. De même, en Colombie, la Cour suprême a décidé de protéger la forêt amazonienne et ils ont décidé de lui accorder une personnalité morale comme une personne à part entière. Et vous voyez, c'est un mouvement qui a lieu à travers le monde. En Afrique, il y a eu l'Ouganda, il y a eu une loi sur les droits de la nature, la reconnaissance de ces droits. Merci beaucoup pour ces exemples sur les droits de la nature. Donc, avant de donner la parole à notre prochain intervenant, j'aimerais dire, Victoria,
Vous êtes ethno-écologiste. Donc, je me suis trompée dans votre titre, dit Emma. Alors, enfin, je souhaite la bienvenue à Vic Muniz, artiste et photographe brésilien, un maître dans l'art de transformer tout objet en art, puisqu'il utilise des matériaux tels que la sauce tomate, les diamants, le sirop de chocolat, etc. Et ses œuvres sont exposées dans les musées les plus influents du monde. Vic, vous êtes un artiste de la mosaïque, ce qui est une source d'inspiration pour l'histoire collective que nous sommes en train d'écrire. Vous êtes un ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et vous travaillez actuellement en collaboration artistique pour célébrer le 50e anniversaire du programme MAB. Dans le cadre de votre collaboration artistique avec l'UNESCO, Vic, quelle est l'histoire que vous souhaitez raconter? Alors, vous avez parlé des mosaïques, de la mosaïque. La mosaïque est très intéressante puisqu'il faut créer un lien entre les différentes parties. Il y a eu l'image de la Terre dans les années 60 par un photographe qui voulait montrer l'image de la Terre. Donc, on avait cette image, mais en fait, c'était un échec puisqu'on n'avait pas l'histoire complète. On avait les petites parties qui n'arrivaient pas à raconter l'histoire dans sa totalité. Alors, il y a la question des perspectives qui expliquerait les différentes parties de l'image. En tant qu'artiste, tout d'abord, je suis très émue face à mes collègues, leur expertise, et je pense que nous avons vraiment quelque chose à dire sur comment nous pouvons améliorer les choses sur le plan écologique. Alors, dans l'un de mes projets, j'ai eu à gérer la question des poubelles, des déchets, et depuis, j'ai été complètement transformée et j'ai été sensibilisée à la question de l'environnement. Et lorsque je me trouve face à une décharge aujourd'hui, cela m'émeut au plus haut point. Alors, il y a cette question de l'interface entre le monde riche, pendant que vous parlez, peut-être qu'on peut montrer à l'écran quelques exemples de vos œuvres d'art. Donc, n'hésitez pas, continuez votre intervention et je vais montrer quelques exemples de vos œuvres. Alors, tel que je vois les choses, tout d'abord, il y a ce récit global que nous avons du mal à raconter, puisqu'il y a les différents morceaux qu'on a du mal à unifier. Tout cela commence à l'époque néolithique et nous nous sommes développés en tant qu'êtres humains et notre art a consisté d'abord à créer des outils et à créer un lien entre le monde et nos cerveaux. Et nous avons développé des outils très puissants en utilisant des images. Et voilà, donc nous avons développé ces outils qui nous ont permis d'interagir avec la réalité autour de nous. Et cela nous a permis également de créer une certaine distance entre nous et notre environnement, mais nous avons perdu nos instincts. Un animal, par exemple, sent sa nourriture avant de le manger, mais nous avons perdu nos instincts primaires. Et cette perte de capacité instinctive constitue une des raisons de notre échec dans ce contexte. Et je pense que l'art consiste à faire le lien entre ces différents morceaux du récit pour que ce récit puisse être compris sur les deux plans, à la fois au niveau du détail et au niveau global. Et je pense que c'est là la responsabilité de tout artiste aujourd'hui, que de faire ce lien. Donc, selon vous, nous devons changer notre façon de percevoir le monde, mais comment le faire? De quel regard avons-nous besoin? Alors, j'écoutais ce que disait Victoria. Cette question de créer une interface avec le monde, interagir avec le monde,
nous avons la possibilité d'aller plus loin finalement et de voir à quel point certaines cultures sont toujours en relation avec l'environnement. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Je parlais avec les Kwikuru et cela devient une passion pour moi de réadapter mes sens comme le font les peuples autochtones. Certains peuples peuvent écouter les plantes, peuvent entendre les plantes. Ils font partie de cette nature et en fait, le développement nous a séparés de nos origines, de la nature et on voit la nature comme quelque chose d'extérieur, alors que les peuples autochtones ne voient pas les choses ainsi et nous pouvons nous réadapter de différentes manières. Vous avez évoqué les bactéries qui existent dans nos corps. Lorsque j'en parle à mes enfants, cela modifie leur façon de voir qui nous sommes, ce que nous sommes. Nous ne sommes pas que des cellules, nous sommes une unité, un être qui existe en harmonie avec l'environnement. Et cela peut nous permettre de voir les choses différemment. Et les peuples autochtones ne se voient pas comme étant séparés de la nature. Ils ne sont pas les propriétaires des terres qu'ils habitent. Au contraire, c'est quelque chose qu'ils occupent pendant un certain temps, mais ils envisagent les choses différemment. Et nous avons perdu cette capacité d'exister dans notre environnement. Et je pense qu'il faut peut-être reconquérir un certain nombre de sens originels en peut-être étant en contact avec les peuples qui ont gardé cette sensibilité. Donc, nous avons peut-être besoin de projets éducatifs qui peuvent apporter les résultats nécessaires. Merci beaucoup, Vic. Alors, en fait, si je vous ai bien compris, il faudrait qu'on enlève toutes nos fenêtres et qu'on trouve de nouvelles manières de connecter avec notre monde. Et en vous écoutant tous, j'ai bien compris que nous avons tous un rôle à jouer dans cette histoire. Nous avons tous un rôle pour construire une façon de cohabiter sur cette terre. Et ce que je voudrais vous demander maintenant, à tous les quatre, Bill, Victoria, Valérie et Vic, quel est votre espoir aujourd'hui? Vos engagements, vos actions, vos activités pour continuer à construire cette société dont vous nous parlez? Qui voudrait se lancer? Alors, qu'est-ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui? Bien, je pense que plus on vieillit, plus on aperçoit qu'il y a effectivement des choses qui changent. J'ai vu ces changements à travers ma vie, tout au cours de ma vie. J'espère que nous allons avoir assez de temps parce que c'est quelque chose qui prend des générations à se produire. Je me rappelle ma mère, par exemple, qui balançait des choses par la fenêtre et en tant qu'enfant, je disais « Maman, ne fais pas ça ». Mais aujourd'hui, les choses ont changé parce que c'est mon fils qui arrive et qui ferme le robinet. Donc, il y a déjà des petits ajustements, des petits changements qui vont se traduire en développement et qui montrent que nous sommes en train de changer. Mais il faudrait ressentir tout ceci. Il ne suffit pas de savoir la situation dans laquelle nous sommes. Il faut le ressentir pour que nous fassions vraiment cœur avec cette planète. Il faut connecter nos émotions. Victoria? Alors pour moi, il y a deux choses qui me donnent l'espoir. Tout d'abord, c'est la nature elle-même, parce que vous savez que si vous regardez autour de vous, la nature a un pouvoir phénoménal de se régénérer. Alors c'est vrai que nous sommes en difficulté, mais peut-être que si nous changeons notre comportement, la nature a réellement un pouvoir de fleurir, de se régénérer. Et pour le changement climatique, c'est vrai que
les choses sont un tout petit peu plus floues. Je ne sais pas comment la nature va pouvoir revenir de la situation dans laquelle nous l'avons mise. Mais le pouvoir de la nature de revenir, de se régénérer, et le mouvement que nous voyons parmi les jeunes aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les enfants qui arrivent et qui viennent me dire, mais maman, tu n'arrêtes pas de parler de la biodiversité, mais qu'est-ce que tu fais? Donc aujourd'hui, nos espoirs, je pense, se trouvent dans les jeunes générations. Il faut changer notre manière de tout construire. C'est difficile, bien sûr, mais ce sont les jeunes qui seront là après que nous soyons partis. Et ce qui me donne espoir, ce sont les jeunes aujourd'hui. Ça me donne l'espoir et ça me pousse à continuer dans cette bataille. Merci beaucoup, Victoria. Et Bill? Valérie? Écoutez, moi, je n'ai pas toujours de l'espoir tout le temps. Moi, j'ai lu le premier livre sur le changement climatique il y a 30 ans et ça s'appelait « La fin de la nature ». Et il me semble que rien ne s'est passé au cours de ces 30 dernières années. Mais ceci étant dit, il y a des choses qui nous donnent l'espoir. Il y a 10 ans, Exxon était la société la plus importante sur notre planète et des millions de personnes qui ont passé tout le 24 heures sur 24 depuis 10 ans en train de faire autre chose. Et Exxon n'est plus la société la plus importante et ne domine plus notre vie. Pareil pour Total, Shell, BP. Pareil pour tous les autres qui ont menti par rapport au changement climatique depuis des années. Donc, félicitations, bravo à tous ceux qui se mettent debout, qui contestent. Il y a des personnes qui ont manifesté, qui se sont trouvées enfermées, arrêtées, et les choses ont commencé à bouger. Je ne sais pas si ça va bouger assez rapidement, c'est une toute autre question. C'est une question du temps. Et je pense que c'est la première test du temps que l'être humain a dû confronter. Parce que, vous savez, une fois que nous n'ayons plus les pôles, une fois que toute la glace aurait disparu, ça sera peut-être trop tard. Merci beaucoup, Bill. Valérie? J'abonde tout à fait dans le sens de Bill. Je dois avouer que je ne vois pas d'avenir très rose pour le moment. En tout cas, pas dans les quelques décennies à venir. Mais je continue à travailler, à lutter, parce qu'il faut sauver, même ne serait-ce qu'une seule vie, il faut sauver cette vie. Car il y a des millions de vies qui sont en danger avec le changement climatique. Et je ne parle même pas là des vies des autres espèces. Hier, aux Pays-Bas, il y avait 17 000 personnes qui ont porté plainte contre le cas du changement climatique en un mois. Donc, ceci est la preuve qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscients de notre situation. Et bien sûr, en tête de ces manifestations, vous trouvez les jeunes. Il faut porter plainte contre les gouvernements, contre les multinationales, et malheureusement, ces derniers sont toujours extrêmement puissants. C'est pour cette raison-là que je crois en la justice, je crois dans les lois, je crois dans les tribunaux. Je crois que la justice est la dernière protection contre une violence. Nous le voyons avec les droits de la nature, mais pour tout ce qui traite
des cas qui sont portés devant les tribunaux concernant le climat. Si la justice était de notre côté, peut-être qu'on pourrait changer les choses. Alors, je plaide pour un crime d'écocide, c'est-à-dire crime contre la nature. Depuis les incendies dans l'Amazonie, en Australie, nous avons de plus en plus de parlementaires qui soutiennent cette idée. Le pape lui-même est derrière cette idée. Greta elle-même soutient cette idée d'écocide, de crime d'écocide. Donc, il faut continuer la lutte, mais il ne faut pas nous leurrer. Il faut comprendre que c'est la survie de l'être humain qui est en jeu aujourd'hui. On ne peut pas baisser les bras, même si c'est toujours formidable d'avoir confiance en la nature. C'est vrai que j'adore la nature et la nature a beaucoup de ressources, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut que nous protégions la nature et de ce fait que nous nous protégions nous-mêmes. Oui, absolument. En fait, nous sommes la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes en train de nous battre pour nous-mêmes. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup aux 4 panélistes pour ces paroles qui m'ont inspirée. Je crois que nous sommes bien partis sur notre voyage et vers une société beaucoup plus harmonieuse. Je crois que je vais vérifier l'écran de Vérôme pour voir quels sont les éléments qu'il a pu rentrer, qu'il a pu dessiner dans son dessin. Qu'avons-nous pu changer pendant cette période de changement climatique, de perte de la biodiversité? Nous avons beaucoup d'alliés qui sont extrêmement puissants. Nous avons les experts juridiques qui donnent à la nature ses droits. Nous avons le savoir-faire des autochtones, des créations artistiques qui peuvent modifier notre perception. Nous connaissons les dangers, mais il y a le rêve est également possible. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de mieux identifier les défis, les alliés, les ressources que nous pouvons trouver pour nous accompagner tout au long de ce voyage. Et nous allons continuer à explorer ces possibilités dans les prochaines séances. Mais avant de nous lancer dans la deuxième séance, on va peut-être regarder une petite sélection de vidéos qui vont nous rappeler à quoi ressemble la diversité sur la Terre. Ce sont des vidéos qui nous montrent des solutions où des humains vivent en harmonie avec d'autres espèces. C'est une illustration de ces interactions et ces illustrations nous montrent que les humains font partie de la solution. Notre première vidéo provient de notre partenaire, la Convention sur la diversité biologique, et ceci sous-tend notre journée. In the minds of men. It is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.
Hallo, ik is deel van de Gouritsgroep Biosfeer Reservaat in Zuid-Afrika. The Gourits Cluster Biosphere Reserve, from the arid Karoo to the Cape Garden route, tells the story of life in its diversity, endurance, and age-old paths to future survival, stretching far beyond these mountains. For the community in the isolated town of Van Wyksdorp, restoration of degraded ecosystems has become a livelihood in itself, all revolving around this climate-adjusting succulent. This spekboom, a carbon capturer of note, cleaning up, conserving and feeding. A gift passed on to the next generation to share beyond man-made borders. Ik is trots om mijn Biosfeer Reservaat te delen. So welcome back to our webinar about how we can live together on Earth. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur cohabiter la Terre. Pour cette deuxième séquence, j'ai le grand plaisir d'accueillir de nouveaux panélistes et je suis ravie de les avoir parmi nous. Ils viennent des quatre coins du monde et ils vont partager leur sagesse avec nous. Donc, je vais commencer par vous, Rebecca Jego-Leibich. Vous êtes la plus jeune panéliste de cette séquence. Vous incarnez une nouvelle génération et vous représentez cette nouvelle génération de militants. Vous incarnez cette nouvelle génération, vous êtes déterminé à changer le monde. Vous avez grandi au Kenya, près de la réserve de biosphère du mont Elgon. Vous avez lancé votre propre organisation communautaire dédiée à la conservation de la biodiversité locale et ceci vous a conduit à collaborer avec le programme MAB. Donc, je vais juste vous demander de désactiver votre micro, sauf quand vous prenez la parole. Tout d'abord, première question pour vous, Rebecca. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de coexister en harmonie avec la nature? Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui.
Je suis ravie et très émue d'être parmi vous et de parler de cohabiter la Terre, coexister en harmonie avec la nature. Je pense qu'il est très important de coexister en harmonie car nous dépendons de la nature, nous sommes tributaires l'un de l'autre. Et pour moi, c'est très important de donner ce message qu'il faut conserver, préserver la biodiversité. C'est absolument essentiel. Et à l'avenir, nous devrons vivre en harmonie avec la nature afin d'avoir droit à un avenir. Alors, que vous a apporté le programme MAB? Alors, je pense que le programme MAB a eu une incidence considérable sur mon activité. Je pense qu'on coexiste en harmonie avec la nature grâce à l'esprit du programme MAB, grâce à ses éducateurs. En fait, quand je suis libre, je regarde les activités de MAB, les jeunes qui travaillent dans le cadre du MAB. Et c'est grâce à l'engagement, aux activités des jeunes. Et nous voulons laisser cette planète aux jeunes. Donc, le programme MAB a joué un rôle clé dans ce cadre. Je pense qu'on peut agir, on peut changer le monde et on peut coexister en harmonie. Merci, Rebecca. Nous allons revenir à cette idée tout à l'heure. Alors, Nimo Bassé, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes un architecte nigérian, vous êtes un activiste également environnemental, un auteur et un poète. Vous avez été le directeur exécutif de Environmental Rights Action pendant 2 décennies. Le magazine Time vous a nommé héros de l'environnement, Environment Hero. Vous êtes également membre de l'Alliance mondiale pour les droits de la nature, tout comme Valérie Cabanès qui était avec nous tout à l'heure. Vous avez consacré votre vie à la protection des droits de l'homme et les droits de l'environnement au Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Quels ont été vos principaux défis? Tout d'abord, je vous remercie d'avoir organisé cet événement très important. Chaque événement a compté, chaque événement a eu son importance. En fait, toute ma vie, j'ai œuvré et lutté pour revenir à une relation harmonieuse avec la nature, entre l'homme et la nature. Donc l'homme ne vit pas seul, nous vivons avec d'autres, avec la nature. Et vous m'avez posé la question des défis que j'ai dû relever. Alors, il y a d'abord la question des relations géopolitiques, donc un passé colonial qui a son incidence sur les relations, notamment dans le cadre des négociations multilatérales. Qu'avons-nous besoin pour mettre fin à cette mentalité coloniale? Tout d'abord, il faut reconnaître que nous sommes tous des êtres humains. C'est notre point commun. Et nous partageons notre planète, cette planète qui nous appartient. Et il y a d'autres êtres vivants, comme les animaux, les plantes, qui partagent également cette planète avec nous. Et il y a différentes réalités qui coexistent. Donc, il est important de partager nos histoires, nos récits, pour imaginer l'avenir. Sinon, sans imagination, nous ne pourrons pas aller vers cet avenir. C'est pourquoi cette coexistence est si importante. Alors, nous allons revenir à cette idée tout à l'heure. Alors, je vais maintenant aller de l'Afrique à l'Asie. Je me tourne vers Shubhendu Sharma. Shubhendu Sharma est un entrepreneur social indien qui il a créé un nouveau mot, forestscape, au lieu de parler de landscape, donc paysage.
Shubhendu, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter votre poste chez Toyota pour vous lancer dans la fabrication de forêts? Bonjour à tous. Alors, la principale raison qui m'a poussé à quitter mon poste d'ingénieur dans l'industrie automobile, eh bien, j'ai rencontré Dr Akira Miyamaki par hasard, et lorsque j'écoutais ses propos liminaires, j'étais très touchée par son travail, et à ce moment-là, j'ai décidé de changer de vie. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment ce changement a eu lieu, mais à ce moment-là, pendant notre interaction qui a duré peut-être une demi-heure, j'ai pris la décision de changer de vie. Alors, j'ai également le sentiment que ces coïncidences, ce hasard, sont également les raisons qui font que notre vie change et en même temps qui façonnent notre vie en quelque sorte et qui nous permettent également de vivre des événements plus heureux peut-être. Donc le hasard, un heureux hasard, on va dire. Donc vous avez parlé de cette magie, création d'une forêt, de mini-forêt. Oui, absolument. À chaque fois qu'on crée une mini-forêt, on va sur un nouveau projet, il y a une nouvelle histoire qui démarre. Donc, il s'agit d'une histoire de transformation. Peut-être on transforme la terre en terrain agricole, ensuite peut-être que ce terrain agricole s'est transformé en ville, mais les sols gardent leur potentiel, un potentiel de recréer une forêt. Peut-être qu'il faudra plusieurs centaines d'années pour revenir à cet état, mais je pense qu'il faut travailler avec la nature et pas contre la nature. Et c'est ma philosophie. Et je pense que cette philosophie nous permet de récupérer, de raviver les forêts perdues, les écosystèmes perdus, de rafraîchir à la fois l'air et la terre. Oui, donc c'est très intéressant et donc rebâtir, refaçonner les forêts pour les générations futures. Merci Shubhendu. Je suis maintenant très heureuse d'accueillir Jérémy Gobet, un artiste français qui sait aussi faire de la magie. Donc, à travers son projet Corail Artefact, Jérémy établit des liens entre les motifs coralliens et la dentelle traditionnelle. Il est inspiré par le concept de biomimétisme et il crée de nouveaux matériaux qui associent le génie de la nature et le savoir-faire de l'homme. Et tout cela donne naissance à un nouveau type de symbiose. Alors, Jérémy, votre travail vise à sauver à la fois la diversité biologique et la diversité des savoir-faire. Quel lien voyez-vous entre elles? N'oubliez pas d'activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, c'est mieux. Alors, le lien. Il y a un lien naturel. À travers l'histoire, il y a toujours eu des passerelles entre la création artistique et la nature. Donc, la nature a été la première source d'inspiration pour les premiers artistes. Et je pense qu'on apprend l'histoire avec l'art, et l'art et l'histoire sont liés. Et ceci est vrai depuis les débuts de l'histoire de l'humanité. Peut-être que dans les temps modernes, on a pu constater une coupure entre l'art et la nature dans la vie de tous les jours. Peut-être que aujourd'hui, il y a tous ces projets formidables dont nous prenons connaissance dans ce panel. Et tout cela consiste à réintroduire la nature dans nos vies. Mais je pense que la nature a toujours été là, depuis le début. Merci, Jérémy.
D'ailleurs, on pourrait montrer quelques exemples de vos œuvres, ce qui m'amène à ma deuxième question. De quoi avons-nous besoin en tant qu'être humain pour vivre en symbiose avec la nature? Eh bien, je pense que l'inspiration peut être une inspiration technique ou une inspiration philosophique. Alors, mon projet, Corail Artefact, consiste à réunir l'art, l'industrie, la tradition, entre autres. Je suis un artiste, tout d'abord, et l'art constitue le cœur du projet. J'utilise la dentelle, donc une technique d'utilisation de la dentelle qui s'inspire de motifs naturels. Cette dentelle ressemble à des coraux. Vous voyez parfois des espaces entre les coraux et la dentelle ressemble vraiment à ce corail. À la fois pour sa forme, mais également pour son utilisation. Donc, j'utilise la dentelle pour raviver les récifs coralliens. En fait, la nature crée de l'art extraordinaire tous les jours, mais il y a toujours une fonction, en fait. Et dans l'art, nous n'avons pas toujours besoin d'avoir une fonction, alors que la nature est à la fois belle et fonctionnelle. Par exemple, les plantes ont différentes couleurs pour attirer les abeilles, etc. Donc, c'est cela la fonctionnalité. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mon art, avoir l'aspect esthétique, mais également l'aspect fonctionnel. Merci, Jérémy. Alors, nous allons parler d'une autre forme d'art, la gastronomie. Je suis très heureuse d'accueillir Mauro Colagreco, un célèbre chef argentin qui vit dans le sud de la France. Il a son restaurant à Menton. Il a un jardin de 5 hectares où il cultive ses propres fruits, légumes, herbes aromatiques. Ce restaurant a 3 étoiles au guide Michelin. Il a été désigné comme le meilleur restaurant du monde en 2019. Et c'est aussi le premier restaurant sans plastique au monde. Et Mauro est lui-même très engagé dans la protection de la biodiversité à travers sa cuisine. Et en fait, il fait cela à travers Carne, une chaîne de restaurants de burgers en Argentine, et à travers la culture de semences traditionnelles. Alors, Mauro, pouvez-vous nous dire comment vous préservez la biodiversité à travers votre cuisine? Bonjour à tous, je suis ravi de partager ces moments avec vous tous. Alors, comment on protège la biodiversité? C'est tout simplement par adapter notre cuisine au rythme naturel, au rythme de la nature. J'ai beaucoup entendu dans ces échanges très intéressants, ces présentations très intéressantes, suivant que nous devons revenir au cycle de la nature, que nous devons cohabiter avec la nature, mais moi j'aimerais bien dire que nous devons cohabiter avec nous-mêmes parce que nous sommes la nature. Et c'est peut-être ces petits jeux, cette petite différence qui a fait éloigner les hommes de la nature parce qu'on s'aimait toujours comme si on ne ferait pas partie de la nature. Et nous faisons partie de cette nature. Et c'est important de revenir à cette notion, pour moi, de la façon qu'on s'alimente, de la façon qu'on produit et de la façon qu'on doit réapprendre finalement à devenir part de cette nature qui est incroyable, qui est
qui a un pouvoir, une force et des reconstitutions incroyables. Quand j'entendais Chouvendoux parler de la mémoire des terres, c'est extraordinaire. Et je dirais que la terre se reconstitue beaucoup plus vite de ce qu'on pense. Je dirais pas qu'on a besoin de 100 ans, on a besoin de beaucoup moins pour que la terre redevienne une forêt. Je les vois dans mes terrains. J'ai commencé à travailler mes cultives dans des terrains qui étaient dévastés, presque désertiques. Au bout de 10 ans, ils sont des terrains totalement fertiles. On a fait justement aujourd'hui des empreintes des terrains de plus de 30-40 cm où la terre elle est d'une richesse, une fertilité, une biodiversité incroyable. Donc, moi, j'ai vraiment un espoir à que l'homme, on redevienne part de cette nature qui cohabite notre planète avec toutes les autres espèces qui font partie aussi de la nature. Et je vais poser la question en français parce qu'il y a un système de traduction instantanée, comme ça, ce sera plus rapide. En fait, dans votre restaurant, donc, il y a 3 étoiles au Michelin, vous d'une certaine façon, vous symbolisez aussi un certain luxe, ou en tout cas une forme d'abondance. Est-ce que pour autant, le luxe n'est pas en train de changer un peu de côté? Quel est pour vous aujourd'hui le vrai luxe et quelle est la vraie définition de ce qui est désirable aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, le luxe, il est tel quel on l'interprétait jusqu'à quelques années, ou même certaines personnes l'interprètent aujourd'hui même. C'est une idée totalement vétuste, totalement du passé. Aujourd'hui, le luxe, pour moi, c'est pouvoir se reconnecter aux choses simples, à la nature, pouvoir avoir un tout petit jardin et produire ses légumes, c'est aujourd'hui du luxe, quelque chose que dans le passé, mes grands-parents, même mes parents, c'était quelque chose de normal, c'était des gens totalement modestes, ils n'avaient pas besoin d'être riches pour avoir un tout bout de terre et cultiver leurs propres aliments. Aujourd'hui, le luxe, pour moi, c'est de redevenir à manger au moins 70% de la diète quotidienne des produits qui sont de notre entourage. Ça, c'est du luxe. Et aujourd'hui, le luxe, il est totalement déconnecté à ça. Aujourd'hui, les gens, ils habitent dans des très belles villes, de très beaux appartements qui coûtent une fortune, entassés uns sur les autres, et ils consomment à peine dans les grandes villes 3%. À Paris, par exemple, 3% de leur consommation quotidienne de l'alimentation proviennent de l'Île-de-France. Donc il y a vraiment une déconnexion entre cette société qu'on a construite jusqu'à aujourd'hui et la société qu'on va devoir repenser dans l'avenir. Thanks a lot, Mauro. And actually, that's a question I'd like to ask all the panelists. So now, for the next 15 minutes, I will ask. Merci beaucoup. Et je voudrais maintenant lancer quelques questions à tous les panélistes. Que pensez-vous à quoi devons-nous, par contre, absolument renoncer en tant qu'être humain pour vivre en harmonie avec la nature? Qui souhaite répondre en premier? Jérémy? Alors, très rapidement, pour moi, je crois que la chose qu'il faut absolument détruire, ce sont les murs qui ont été construits entre les différentes parties de la société. On a tendance à compartimentaliser les sciences, les arts humanistes,
et ainsi de suite. Il faudrait faire tomber ces murs et réfléchir d'une manière plus globale, telle que fait la nature. Prenez la nature, s'il y a une seule espèce qui disparaît, toute la nature disparaît également. Tout est interlié. Il faut faire partie de cette nature et pour ce faire, il faut faire tomber ces murs. Et pour le faire, il faudrait que nous travaillions ensemble, même si nous n'habitons pas dans les mêmes pays ou nous n'avons pas les mêmes disciplines, nous ne marchons pas dans la même direction, mais il faut absolument que nous partagions la même terre. Merci beaucoup, Jérémy. Nimo, Mauro. Allez-y. OK. Non, je pense effectivement que bon, Jérémy parlait des murs. Moi, je parle des attaches, des dénouer justement tous ces attaches qu'on a construits ces dernières 100 ans, je dirais, parce que ça a été très vite, cette liaison au consumisme à outrance. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye de chacun à son niveau, de repenser chaque fois qu'on consomme quelque chose. Je pense que c'est important aujourd'hui de cette dimension de qu'on a souvent tendance à s'attacher à des choses qu'on n'a pas besoin dans cette vie. Et je pense que ce sont les choses qu'on doit renoncer. Et évidemment, il y a une vraie différence entre les pays développés, les pays en voie de développement ou les pays des tiers-monde. Moi, je connais bien parce que je viens des pays qui sont très pauvres et j'habite dans un pays développé. Donc, il faut tenir ça en compte, mais dans toutes nos démarches, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Et ça, c'est une des choses qu'on a besoin de renoncer. Thanks, Mauro. Yes, Shubhendu, please go ahead. All right. So in India, we have a concept called Vasudha. En Inde, nous avons un concept spécifique à nous. Et ça veut dire que la Terre n'est qu'une seule et grande famille. Nous avons 4 millions d'espèces sur cette planète, mais toutes les espèces sont interconnectées. Si vous vous penchez sur l'évolution de l'être humain, la plupart du temps, nous vivons à côté d'une forêt. Si on est d'une forêt, si on est dans un village, on est toujours à côté d'une forêt. Et ce n'est qu'au cours des 200 à 300 dernières années que nous nous sommes entourés de murs de béton partout. Et nous sommes beaucoup plus frustrés d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. On mange très mal, on mange de la mauvaise nourriture. Ça ressemble à la nourriture, mais ce n'est pas de la nourriture. Et je crois qu'on pourrait inverser cette tendance si on essayait tout simplement de revenir au style de vie que nous avions avant. Les vêtements que nous portions avant étaient fabriqués des tissus en provenance des plantes. Et ce que l'on mangeait provenait des arbres ou des champs. Ça ne venait pas des usines et de l'alimentation traitée. Il faudrait revenir vers les choses naturelles, les choses bio. Et je crois qu'en devenant plus naturel, on va se rapprocher de la planète. Souvent, les gens pensent que ce changement de vie n'est valable que pour les environnementalistes. Ce n'est pas vrai, c'est pour nous tous, pour notre épanouissement mental et physique, c'est pour notre bien-être. Et pour ce bien-être, il faudrait commencer à faire ces tout petits changements dans notre vie et on va pouvoir revenir et vivre avec la nature sans même trop y penser. Merci beaucoup. Nimo, Rebecca, vous voulez rajouter quelque chose? I will. Okay. I really think part of the actions we can do is. Je suis convaincue qu'une partie des choses que nous pouvons faire, c'est d'écouter les jeunes générations.
En fait, la préservation de la nature devient une habitude. La façon de traiter la nature est une habitude, de ne pas jeter des ordures ou de voir des animaux qui sont tués à la télévision. On a tous vu tout ceci, on a grandi avec ces images pendant notre vie. Donc, on a pris l'habitude et je crois que si on montrait autre chose, on pourrait peut-être changer ces habitudes et ce changement d'habitude va être transmis de génération en génération. Je crois également que les droits des peuples autochtones au cours des dernières années, ces droits n'ont pas été assez pris en compte. Donc, il est très important que nous prenions ces droits des peuples autochtones en compte, car ce sont eux qui peuvent préserver, protéger leur région. Et souvent, il y a des gouvernements qui essayent de les relocaliser, mais qui ne prennent pas en compte leurs nécessités. On essaye de préserver la nature, on essaye toujours de ne pas nuire aux êtres humains. Mais pour ce faire, il faut prendre en compte les opinions de tous. Je crois également qu'il faut oublier nos très mauvaises habitudes de consommation, ces habitudes de consommation que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui. Regardez, devant moi, j'ai une bouteille en plastique et il y a beaucoup de personnes qui ont des bouteilles en plus plastique et qui ne les recyclent pas. Et même si on a des choses que nous ne pouvons pas recycler et qu'on les jette, on est en train de nuire à la vie des espèces sauvages. Donc, il est très important de revisiter nos habitudes en tant qu'être humain. Merci beaucoup. Nimo? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et c'est extrêmement intéressant. Je crois qu'un de nos plus gros défis aujourd'hui, c'est que nous sommes très, très forts pour vivre dans le déni. On vit des vies qui sont des vies de destruction et si les autres espèces s'étaient comportées comme les êtres humains, comme les humains, je crois qu'on n'existerait pas. Si les autres espèces faisaient ce que nous faisons, c'est-à-dire de prendre trop d'espace, de détruire l'espace, les choses seraient terribles. Il faut être modeste. Il faut redéfinir ce qu'est la bonne vie. Comment est-ce qu'on peut mesurer ce que nous faisons? Que pouvons-nous faire? C'était très intéressant d'entendre l'importance de se reconnecter avec la nature. Il faut que nous faisions partie de la nature, que nous soyons un avec la nature au lieu de la détruire. La nature peut très facilement vivre sans nous. Elle n'a pas besoin de nous pour vivre. Et que pouvons-nous faire pour cesser ces activités destructrices, pour cesser l'industrie minière et les forages? Que faisons-nous avec le pétrole et le gaz aujourd'hui? On est toujours en train de rechercher les combustibles fossiles. Pourquoi on insiste à continuer dans cette direction? Alors, je pense que c'est une question de la survie pour nous et pour toutes les autres espèces. Merci beaucoup, Nimo. C'est vrai, absolument. Il nous faut de la modestie. Il faut que nous nous considérons comme une espèce parmi d'autres, parmi tous les autres. On fait partie de ce tissu vivant. La prochaine séquence va parler de la modélisation et tous ceux qui sont avec nous sur ce webinaire, quelle serait votre sagesse, vos conseils? Que pouvons-nous faire pour faire quelque chose ici, aujourd'hui, concrètement? Qui voudrait commencer? Comment passer à l'action ici et maintenant? Shubhendu? Alors, très bien, parce que nous en avons déjà parlé. C'est vrai que j'aurais quelques conseils à donner. Si vous plantez une forêt, même une toute petite, c'est formidable. Tout le monde peut le faire. Ce n'est pas difficile. Vous commencez avec des graines. Il faut collecter les graines. Il faut trouver une zone de biomasse autour de vous
Et le processus de la sylviculture a déjà été assez normalisé aujourd'hui. Donc, vous pouvez trouver le savoir-faire sur Internet, des instructions de comment faire. Et de cette manière, vous pouvez commencer à créer un changement autour de vous. Vous pouvez très facilement contrôler des tout petites parcelles de terre autour de vous plutôt que de vous perdre dans le changement climatique mondial. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, personne ne va se souvenir de qui a manifesté dans la rue alors qu'on essayait de résoudre le problème mondial. Mais tout le monde pourra bénéficier de votre petite forêt que vous avez plantée et les espèces aussi. Tout impact, ne serait-ce qu'un impact minuscule, peut faire la différence. Donc, commençons avec des actions minimalistes et avant de quitter cette planète, créons un changement qui pourrait, j'espère, durer d'une génération à l'autre. Alors, moi, j'ai commencé à le faire il y a 10 ans. Je l'ai fait dans le petit jardin de ma maison. Et aujourd'hui, il y a tellement d'autres personnes autour de moi qui font la même chose dans leur jardin. Il y a beaucoup de travail qui a été fait grâce au simple partage de ces méthodes. C'est facile à faire et je pense que l'on devrait tous le faire. Merci beaucoup. Alors, faire pousser une forêt, planter un arbre, c'est vraiment une chose concrète. Qui voudrait passer ensuite? Mauro, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai une phrase que je les partage constamment avec mes enfants, avec mes équipes. Et c'est un acte qui est quotidien dans l'ensemble de tous les humains. C'est qu'à chaque fois qu'on mange, on choisit le monde qu'on veut vivre. Et ça, il y a une force, cette phrase, il y a une force qui est extraordinaire parce que ça nous amène tout de suite à la réalité que tout le monde peut faire partie du changement. Tout le monde a la possibilité de changer les choses. À chaque fois qu'on va manger, qu'on va choisir qu'est-ce qu'on va manger, on va choisir le monde qu'on veut vivre. Et voilà, c'est court, c'est concret et c'est précis. Perfect. Yeah, thanks a lot. Jérémy, Rebecca. C'est parfait, Maro. Merci beaucoup. Jérémy? Ou Nimo? Oui, merci beaucoup. Très récemment, j'ai passé du temps avec des pêcheurs dans certaines communautés. Et je leur ai posé une question très simple. Je voulais savoir quelles histoires ils se racontaient lorsqu'ils pêchaient. Est-ce que c'était des histoires des ancêtres? Est-ce que c'était des histoires qu'ils ont transmises de génération en génération? Et en fait, pendant 2 jours, j'ai rendu visite à plusieurs communautés. J'ai écouté les pêcheurs qui racontaient des histoires et chaque histoire racontait l'histoire de leur lutte, du fait qu'ils ont toujours lutté. Et j'ai appris que ces histoires qui sont importantes, ces histoires, si on reconnaît l'importance de ces histoires, on reconnaît que ces histoires ont une force si elles sont collectées et si elles sont partagées. Et grâce à ces histoires du passé, on peut construire l'avenir. C'est important de reconnaître que ces histoires sont tellement importantes à ces peuples car ça raconte leur lutte quotidienne pour la survie et c'est important pour améliorer leur vie. Oui, effectivement. Et au début de cet événement, j'ai parlé des histoires que l'on lit aux enfants le soir avant qu'ils s'endorment. C'est tellement important. Jérémy, vous vouliez dire quelque chose? Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, effectivement.
Je pense que votre question est une question difficile et on a du mal à répondre à cette question car ça dépend de chaque personne qui écoute la conversation. Je crois que le public qui écoute aujourd'hui est déjà un public qui est convaincu. On sait, ce ne sont pas des personnes qui sont trop pauvres pour choisir ce qu'elles veulent manger, qui sont trop pauvres pour suivre une bonne éducation. C'est très difficile d'agir dans ce monde si on n'est pas dans les conditions de pouvoir agir. Donc, je ne peux pas donner un seul conseil pour tous. Je crois que la politique joue un rôle important. La politique sous-tend la société, les décisions en matière d'économie, en matière d'industrie, matière sociale. Il est très difficile de comprendre ce dont nous parlons si on n'a pas les bases de connaissance de l'écologie. Donc, très difficile pour certaines personnes de concevoir un avenir différent. Je crois qu'il y a des conseils que l'on pourrait donner à des personnes qui vivent une vie assez aisée, où il est possible de faire quelque chose. L'éducation est primordiale. On ne peut pas lutter pour quelque chose que l'on ne comprend pas. Donc, il faut avoir l'opportunité d'apprendre et d'enseigner à ses enfants. Comme disait Mauro, on peut donner des conseils concernant la nature, concernant ses habitudes à ses enfants. Et pour terminer, je crois que pour ceux d'entre nous qui sont assez chanceux, il faut comprendre le sens de la vie, le sens du bonheur. Si vous n'êtes pas heureux dans votre vie, vous ne pouvez pas construire quelque chose collectivement avec les autres. Et je crois, nous savons pourquoi nous sommes là, nous savons pourquoi nous sommes sur cette planète, nous avons une direction avant nous, nous savons ce que nous voulons faire, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de monde. Je crois que je ne sais pas pour mes collègues aujourd'hui, mais pour la vie est dure tous les jours, mais c'est plus facile pour ceux d'entre nous qui savent exactement pourquoi nous sommes là. Alors, je sais que c'est une question de philosophie, mais que voulons-nous pour l'avenir? Pourquoi sommes-nous là? Et je crois que pour ceux qui ont la chance de pouvoir lutter pour la planète, nous pourrons faire quelque chose qui aura un réel impact. Merci beaucoup. Rebecca, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je pense que mon message à tous ceux qui écoutent, c'est que tout le monde peut faire partie de la solution pour guérir la nature à travers les toutes petites choses que nous pouvons faire. Vous pouvez penser que ce que vous faites n'a aucune importance, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez changer votre société. Si vous pouvez réellement lancer des programmes pour préserver les rivières, le littoral des rivières, à ce moment-là, vous aidez à préserver la nature. Il faut avoir une passion dans ce domaine. Tout commence à l'intérieur. Tout commence avec votre sentiment dans votre cœur, que vous soyez ingénieur ou médecin ou étudiant. Tout ce que vous faites aujourd'hui sera l'héritage des générations qui suivent. Donc, il faut s'approprier cette nouvelle idée de l'avenir. Il faut faire partie de la nature. Il faut guérir la nature plutôt que de la détruire. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre sagesse et vos conseils. C'était très intéressant. Nous avons beaucoup appris et aujourd'hui, nous avons maintenant les ingrédients pour raconter une histoire très convaincante sur notre coexistence sur Terre. Encore merci. Alors, je me tourne vers l'écran de Vérôme pour voir les images qui ont été tournées pendant cette séance.
Nous sommes la nature, nous le savons. Nous savons que nous cohabitons sur cette terre. Nous pouvons nous inspirer de nos frères et sœurs sur cette terre et des générations futures. Et il faut changer pas mal de choses, y compris la mentalité coloniale, qui est un fléau pour notre planète. Nous devons également changer les normes de ce qui paraît désirable. Oui, la mémoire de la Terre. Il y a eu des trucs et astuces qui ont été partagés. Planter des arbres, chaque fois qu'on mange quelque chose, il faut se rappeler que tout cela est lié à la terre, à la nature. Il faut se raconter de nouvelles histoires, inventer de nouveaux récits, respecter toute forme de vie et observer la beauté de la nature, trouver notre passion, se demander pourquoi on se lève le matin, pourquoi on vit, et avoir confiance et se dire qu'on fait partie de la solution. Alors maintenant que nous avons une vision claire de tout cela, on peut se demander ce que nous, individuellement, nous pouvons accomplir pour changer notre façon de vivre. Alors, certains d'entre nous avons déjà beaucoup fait, mais d'autres sont peut-être au début de cette transformation, mais où que vous soyez, rappelez-vous que vous faites partie de la solution et c'est une mosaïque avec différentes composantes. Alors, avant de passer à notre dernière séquence qui portera sur la mobilisation, regardons des vidéos qui mettent en exergue les différentes solutions qui existent à travers le monde. Nous allons au Gabon. Je suis Prosper Prost Ntutumba. Il est question pour moi de veiller à ce que la valeur universelle exceptionnelle du parc national de la Lopé soit toujours préservée. Ce site a un caractère exceptionnel par rapport à la valeur culturelle du site, car plusieurs traces, plusieurs signes, plusieurs vestiges archéologiques ont été découverts dans la zone. Le patrimoine gabonais est assez mal connu. Aujourd'hui, quand nous faisons la valorisation des ensembles historiques, c'est pour apprendre au peuple gabonais qu'il a une histoire propre, dont il peut être fier, dont il peut se vanter et qu'il faut qu'il connaisse. Aujourd'hui, on comprend que le sous-sol gabonais n'est pas seulement riche en ressources minières, mais également en valeurs culturelles. Le patrimoine culturel est important et il est encore enfoui. Cela nous montre que nous avons encore beaucoup à faire sur le plan culturel sur ce bien. Et bien sûr, avec l'aide des bailleurs de fonds, nous allons approfondir l'aspect culturel du bien pour le vulgariser. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis de la réserve de biosphère Luberon-Lure. Dans le sud de la France, entre le Luberon et la montagne de Lure, la coopération collective nous engage sur des projets pour la protection de la nature, la gestion de l'eau et des forêts, le géotourisme, les économies d'énergie, l'éducation du public, mais aussi le soutien à l'agriculture locale. Au restaurant scolaire du village de Cadenet,
Éric Prado, le chef, accueille chaque jour 300 enfants. Il achète les produits frais en direct aux producteurs locaux comme Nicolas Mallet. L'opération De la ferme à ta cantine, lancée en 2009, permet aujourd'hui aux enfants de 30 communes de manger régulièrement des produits locaux. Les vrais légumes, c'est là où il y a toutes les vitamines. C'est hyper important pour les enfants. Ma réserve de biosphère is proud to share. Teorema monton si mo reserva anidarham si kami mendera montaña kaaksan anidarham mencerupai mo estación biológica Carita Kiri Atsum. Hello, my name is Claire Celeste. I am in Germany and I'm an artist and an environmentalist. Love with nature growing up in Brazil, encountering the dazzling beauty of the Amazonas. I woke up to the crisis of biodiversity loss when I realized how many of the species I depict in my artwork are facing extinction. I believe we must rekindle our connection with the living earth. So I create immersive and collaborative art experiences, workshops and events that explore our interconnectedness with the Earth's living systems and foster an appreciation for our planet's biodiversity. I commit to being part of the solution to live together on Earth. Welcome to the last sequence of our journey. It's already the... Bienvenue à la dernière séquence de notre voyage. Le temps passe très très vite. En fait, nous avons écouté ces histoires passionnantes de pionniers et cette dernière séquence porte sur le dernier chapitre, le premier chapitre de votre propre récit, de votre histoire. Alors, nous avons vu, nous avons ressenti à quel point il est urgent d'agir pour la nature. Et on a entendu 10 récits, 10 exemples, mais nous savons qu'il y a des millions de personnes qui sont actives pour changer ce récit. Et nous pouvons changer les choses. Et même les multinationales comme LVMH ont rejoint le MAB et agissent ensemble pour la nature. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler de ce programme de l'UNESCO. Il s'agit du programme Living Together on Earth, Vivre ensemble sur la Terre. C'est un programme qui prend racine dans une année clé pour la biodiversité, au cours de laquelle il est essentiel de mobiliser un maximum d'acteurs. Donc, nous vous invitons donc, d'où que vous veniez, quelle que soit votre activité, à participer à cette mobilisation. Et il suffit pour ce faire de nous envoyer une courte vidéo de 60 secondes présentant un engagement que vous avez pris pour vivre en harmonie avec la nature et recréer un lien avec le monde vivant. L'UNESCO vous invite aujourd'hui à partager votre histoire, à contribuer à l'écriture de cette histoire de réconciliation. Ces vidéos seront ensuite adaptées et partagées par les acteurs mobilisés, dont le programme MAB et l'UNESCO, à raison d'une vidéo par semaine jusqu'à la COP 15. Donc, si vous voulez rejoindre le mouvement, envoyez un courriel à l'UNESCO et ces vidéos seront adaptées et partagées avec les acteurs
comme je l'ai dit, ça sera une vidéo par semaine jusqu'à la COP 15. De nombreuses organisations font partie déjà de ce programme. Il y a le mouvement de la biodiversité au sein des Nations Unies. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courriel pour vous joindre au mouvement. Nous vous invitons également, dans le cadre de ce mouvement, à retenir une date importante. C'est une date où l'UNESCO lancera la décennie de la restauration des écosystèmes. Donc, il s'agit de changer les mentalités et la vision de la nature. C'est un patrimoine commun à l'humanité que nous partageons avec toutes les espèces vivantes. Donc, afin de régénérer les écosystèmes, nous devons changer de comportement, aller vers un comportement plus éthique, un comportement de responsabilité. Et je vous invite à retenir la date du 5 juin. Et ainsi, vous pourrez contribuer à la décennie de la restauration des écosystèmes. Et nous arrivons déjà à la fin de notre événement. Et nous allons donc remémorer notre événement et voir les étapes de notre aventure commune. Revenons sur nos pas. Voilà, sur l'écran. On voit que ce fut une mobilisation, les choses sont en train de changer. Nous avons beaucoup appris. Nous avons appris des choses très concrètes. Oui, donc nous avons beaucoup fait dans ces 2 heures, mais ce n'est que le début de notre aventure. Et nous vivons ensemble sur cette terre. Le mouvement n'est qu'à ses balbutiements. Et je tiens à ce stade à remercier à l'ensemble de nos partenaires qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Je vais vous lister l'ensemble des partenaires. ADEME, Bleu Blanc Zèbre, Plan Contrôle, Le Monde d'après, Make Sense, etc. Vous avez la liste complète à l'écran. Technicat, etc. Entrepreneurs d'avenir, l'OASO, Auréalix, Mouvement, Opti Explorers, Tribune de Mouvement, On est prêt, Le Temps Presse, Spark News, Narrative Manufacture, qui soutiennent tous l'UNESCO pour l'organisation de cet événement. J'ai beaucoup appris et je suis ravie d'avoir pu participer à cet événement. Je tiens également à remercier les interprètes, l'ensemble de nos partenaires, les équipes à l'UNESCO qui nous ont permis de faire de cet événement un succès. Merci Fabien Baron et l'équipe technique pour votre appui à l'organisation. Et je pense que les problèmes techniques ont été résolus, donc nous pouvons revenir au dessin. Donc oui, les choses changent, c'est une bonne nouvelle pour la Terre. Il y a les outils, l'interface. Il faut peut-être moins regarder nos écrans et contempler plutôt la nature. L'espoir, il y a de plus en plus de personnes qui se préoccupent de l'avenir de la nature. Nous sommes la nature se défend, nous pouvons cohabiter en harmonie avec la nature, nous pouvons tous s'aider les uns les autres, planter des arbres, la symbiose, une nouvelle symbiose. Donc peut-être qu'on utilisera moins nos écrans. La Terre est une famille. Nous sommes tous des cousins, y compris les abeilles, les arbres, la nature. Il s'agit de nos cousins puisqu'on fait partie d'une même famille. La forêt, planter des arbres, la créativité, de nouvelles valeurs. Oui, comment trouver un récit pour ceux qui meurent de faim? Oui, effectivement, c'est un point très important.
Certains peuvent agir, d'autres sont moins chanceux. Et bien entendu, il faut également une justice sociale. Il faut partager nos histoires et envoyer votre vidéo de 60 secondes à l'adresse que vous voyez à l'écran, map50anniversary@unesco.org. Voilà, merci à tous, à toutes et à tous. Et c'est à vous, désormais, comme les gardiens de la Terre. Vous avez pu voir la poésie qui disait exactement cela. Et merci à tout un chacun d'avoir regardé cet événement, d'avoir fait partie de cette aventure. Merci à tous.